We all belong outside. We're drawn to nature, whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes. Nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. I use Uber Eats for everything, and I feel like people forget that you can truly order anything, especially living in New York City. It's why I love it. You can get Chinese food at any time of night, but it's not just for food. I order from CVS all the time. I'm always ordering from the grocery store. If a friend stops over, I have to order champagne. I also have this thing that whenever I travel, if I'm ever in a hotel room, I never feel like I'm missing something because I'll just Uber Eats it. The amount of times I've had to Uber Eats hair items like hairspray, deodorant, you name it, I've ordered it on Uber Eats. You can get grocery, alcohol, everyday essentials in addition to restaurants and food you love. So in other words, get almost anything with Uber Eats. Order now. For alcohol, you must be legal drinking age. Please enjoy responsibly. Product availability varies by region. See app for details. Bonjour tout le monde et re-bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en buvant un café. Donc, je suis votre animatrice Audrey et je suis avec, comme d'habitude, ma co-animatrice, ma très chère et estimée Catherine. Comment ça va, Catherine? Bonjour, ça va bien, toi? Ouais, ça va pas pire, ça va pas pire. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, tu as un cas pas très connu pour nous et qui, malheureusement, est pas aussi rocambolesque que celui de la semaine passée. Non. De quoi t'aimerais nous parler aujourd'hui? Ce n'est pas aussi rocambolesque que l'histoire de Claire Lortie avec l'affaire du congélateur, pis des swick-swick, pis les bang-bang en arrière de la tête, pis les plafonds en stuc, pis tout. C'était ben fun. On va faire moins de son aujourd'hui. Cette semaine, il y a considérablement moins de son et plus de tristesse. Et je sais pas si c'est un cas qui n'est pas connu. Je crois que c'est connu. Okay. Je sais pas trop. C'est mon père qui m'a recommandé ça. Ah. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire très déprimante des poseurs de tapis de Rock Forest. Et là, pour m'accompagner, j'ai du café, comme toujours. Alors aujourd'hui, j'ai du café qui vient de la brûlerie Rogue Wave Coffee Roasters, qui est à Edmonton, en Alberta. Oh, on continue de se promener au Canada. On continue de se promener. Alors, j'ai le café qui s'appelle El Filo, et qui est un café qui vient du Honduras et qui goûte les fruits tropicaux et les poires caramélisées. Ouh! C'est donc bien exotique. Je sais, je t'ai bien vendu ça. Ah oui. C'est encore un café que j'ai eu dans mon abonnement de café au Roasters Pack. Je vous le recommande chaudement. C'est le fun pour faire des découvertes caféinées. Mais je le répète, on n'est pas commandité par eux. C'est juste mon café pour le plaisir. On est juste des grandes admiratrices et on vous répète, comme d'habitude, si vous aimeriez nous suggérer un café ou même nous fournir, comme vous voulez, vous pouvez nous écrire au unpeudecrime@gmail.com. Mais sinon, en attendant, on est tous et toutes bien installés et on est prêts à ce que Catherine mette un peu de crime dans notre café. Oui! Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je vous parle de l'affaire des poseurs de tapis de Rock Forest. Mes sources d'abord, un océan infini d'articles de journaux, surtout les articles de la presse. J'aime beaucoup la presse. J'ai essayé de lire l'histoire en ordre chronologique. C'était long, s'il vous plaît, mais ça en valait la peine parce que c'est une histoire qui est bien intéressante, très complexe et très triste sur toute la ligne. Alors, voyez, laissez-moi mettre un peu de crime dans votre café. On commence avec un réveil très abrupt. Oh. On est le 23 décembre 1983, au motel Châtillon, à Rock Forest. Il est 7 heures du matin. Jean-Paul Beaumont et Serge Baudouin, deux poseurs de tapis, dorment dans la chambre numéro 5. Ils viennent tout juste de revenir de leur quart de travail et se reposent après une longue journée. Ils ont travaillé jusqu'à 5h30 du matin, à poser des tapis dans le tout nouvel édifice Bell à Sherbrooke. Et c'est alors que Jean-Paul Beaumont est réveillé de la pire manière possible, par une pluie de projectiles.
quelqu'un leur tire dessus à travers la porte de la chambre du motel avec une mitraillette. Oh. Beaumont reçoit une balle au visage. Elle entre par son menton et ressort derrière son oreille. Arc! Sacrement! Il essaie de se cacher sous le lit et d'appeler la police, mais le téléphone ne fonctionne pas. Quand les balles arrêtent, des hommes à l'extérieur de la chambre leur crient d'ouvrir la porte. À lui, Jean-Paul Beaumont, et à Serge Baudouin, qui est son compagnon poseur de tapis. Il leur crie d'ouvrir la porte, sans quoi elle va être défoncée. Beaumont est par terre. À ce moment-là, il se tient le visage à une main, tu sais, parce qu'il y a une balle qui a transpercé la face. Et son ami Serge Baudouin a, lui, été touché par 4 balles. L'une d'elles l'a atteint au cou et il saigne partout. Et malgré ça, il crie. Il appelle à l'aide. Je sais, c'est terrible. Je suis désolée, Audrey. Ça commence pas bien. Ça commence pas bien. Alors, Serge Baudouin appelle à l'aide. Beaumont rampe jusqu'à la porte et l'ouvre. De l'autre côté se trouve une quinzaine de policiers de la ville de Rock Forest et de la municipalité de Sherbrooke. Un policier dit à Beaumont et Baudouin de lever les mains en l'air. Beaumont essaye, mais il se tient toujours la face à une main. Tu sais, il y a la mâchoire en train de tomber, là. Oui. Quand les policiers voient ses blessures et celles de Baudouin, ils leur appellent une ambulance. Beaumont et Baudouin sont conduits à l'hôpital, et là, ils sont séparés. Jean-Paul Beaumont est dans une chambre, tout seul, et il est surveillé par un garde. Le garde n'est pas super coopératif et il n'a pas l'air d'être capable de fournir à Beaumont des explications sur ce qui vient d'arriver. Beaumont demande à voir les responsables de la police, puis le garde lui envoie 2 inspecteurs, André Castonguay et Roger Dion. Il demande à Beaumont ce qu'il faisait au motel. Jean-Paul Beaumont leur explique... Dodo. Hein? Dodo. Il est 7h du matin, on dormait. Non, mais c'est ça. Jean-Paul Beaumont leur explique pourquoi lui et Serge Baudouin étaient au motel. Il leur raconte tout ce qu'ils ont fait dans les heures précédentes. Ils travaillaient à l'édifice Belle, ils ont fini à 5h30, ils sont allés se coucher. Les inspecteurs écoutent en silence, puis ensuite ils vont vérifier la chose et ils ne reviennent pas. Ils reviennent pas voir Beaumont. Ils reviennent pas lui fournir des explications supplémentaires ou même des excuses. Mais à un moment donné, un peu plus tard, le garde qui surveille Jean-Paul Beaumont reçoit un appel et il s'en va. Il n'a plus besoin de surveiller Beaumont. Beaumont's in the clear, son alibi a passé. Le lendemain, le 24 décembre, Beaumont est rétabli, il peut enfin rentrer chez lui. Oh mon Dieu, c'est juste avant Noël. C'est juste avant Noël, en plus. 2 agents de police viennent lui porter ses effets personnels qu'il avait oubliés au motel, mais personne ne peut lui expliquer ce qu'il vient de vivre. Ébranlé, épuisé, Jean-Paul Beaumont rentre chez lui. L'attaque l'a hautement marqué, as it should, tu Au photographe du Soleil, le journal, il confie, et je cite, « Dans les films, ce sont les bandits que tu vois tirer comme ça à la mitraillette, pas la police. » L'autre poseur de tapis, Serge Baudouin, ne rentrera jamais chez lui. Oh non. Dans l'après-midi du 23 décembre, la mère de Serge Baudouin reçoit la visite d'un policier. Elle habite à l'ancienne Lorette, comme son fils et Jean-Paul Beaumont. Et un policier de la place passe chez elle pour lui dire d'appeler à Sherbrooke parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Quand elle appelle, Madame Baudouin se fait expliquer quelque chose de bizarre. Elle raconte, et je cite, « J'ai appelé et ils, la police de Sherbrooke, m'ont dit qu'il y avait eu un hold-up, qu'ils avaient trouvé une voiture suspecte et que cela les avait conduits au motel où était Serge. Quand je leur ai demandé ce qui lui était arrivé, ils m'ont dit qu'il était rendu à la morgue. Ils m'ont dit que c'était un malencontreux accident. » Serge Baudouin, qui avait reçu 4 balles dont une à la gorge, venait de mourir de ses blessures. Il avait 31 ans. Il était père d'un petit garçon de 4 ans. Oh non. En parlant avec les policiers, Madame Baudouin comprend qu'il y a eu une manœuvre policière au motel Châtillon. Mais Serge Baudouin et Jean-Paul Beaumont n'étaient pas des criminels. Fait que, pourquoi est-ce que les policiers leur ont tiré dessus de même? Qu'est-ce qui a mené la police au motel Châtillon? C'est ça qu'on veut savoir. Pour le savoir, justement, il faut revenir un peu dans le temps. Comme qu'on fait toujours quand on retourne dans le temps. Le 22 décembre, soit la veille de l'attaque au motel Châtillon, c'est la distribution des paniers de Noël au carrefour de l'Estrie. C'est le centre d'achat? Oui. C'est un centre d'achat, c'est Noël, yeah. Sauf que là, il y a un camion de la Brinks qui est attaqué par des cambrioleurs, des bandits de grand chemin. Le camion se fait hold-upper un peu avoir fait la cueillette de la recette du magasin Pascal, qui était une quincaillerie. Oh. Le hold-up a lieu aux alentours de 16h15 et les bandits sont armés de carabines. Un agent de la Brinks du nom de Yves Charland, 37 ans, porte les sacs d'argent. Il est tué à bout portant par une décharge de calibre 12 contenant des plombs. Oh non. Ouais. Les bandits maîtrisent son partenaire et volent son fusil de travail. Il s'enfuit avec tout l'argent qu'il y a dans le camion de la Brinks, soit 53 000 $. Fait qu'ajusté pour l'inflation, c'est aujourd'hui à peu près 120 000 $. Une excellente récolte. Aussitôt, la police de Sherbrooke se mobilise pour mener l'enquête. Le groupe de policiers est mené par Michel Salvaille qui met en charge ses 2 best cops, André Castonguay et Roger Dion. Ils sont une vingtaine d'agents en tout à tout lâcher drette là pour se consacrer à l'enquête.
Ils savent qu'ils ont une chance de régler le cas rapidement parce qu'il y a une tempête de neige. On est le 22 décembre, tu sais. Et que c'est très difficile de circuler dans les rues, donc vraisemblablement, les cambrioleurs sont encore dans les alentours de Sherbrooke, mais il faut agir vite pour ne pas qu'ils aient le temps de s'enfuir. Time is of the essence. Ah, dans ce temps-là, il y avait de la neige à Noël. Il y avait beaucoup de neige à Noël, assez pour que tu puisses pas te sauver. Et non, de la pluie et 15 degrés. Exactement. Fait qu'il faut que la police règle ça le plus rapidement possible, tu sais, pour pouvoir trouver les criminels. Leur enquête mène les policiers à Rock Forest. Ils y trouvent 2 voitures volées, dont une dans laquelle sont découvertes des armes et qui est stationnée à proximité du motel Châtillon. Ils commencent à poser des questions et à montrer des portraits robots des suspects, puis tout à coup, bingo! Le portrait robot des 2 suspects correspond au profil des occupants de la chambre numéro 5 du motel Châtillon. Chris, se disent la police, on les a eus! Yes! Les policiers apprennent que les 2 occupants de la chambre numéro 5 ont été vus quittant le motel vers 15h45, alors que le vol du camion de la Brinks a été commis à 16h15. Tout semble correspondre. Le char, volé avec les armes, la chambre, les heures, les portraits robots. La police a assez de preuves pour obtenir un mandat d'arrestation et la descente commence à s'organiser. L'idée, c'est de faire éruption dans la chambre pendant que les suspects dorment pour les prendre au dépourvu puis les arrêter avant qu'ils aient le temps de réagir. Ça s'appelle, et je cite, une opération d'entrée dynamique. C'est pas mal dynamique de tirer avec une mitraillette dans une porte. 5 étoiles pour ça. 5 étoiles. C'est une opération super stressante et difficile parce que les policiers ont quelques secondes à peine pour entrer dans la chambre, entrer dans la pièce en fait et appréhender les suspects avant que leur sécurité soit compromise. On se rappelle que les cambrioleurs de la Brinks avaient des carabines sur eux et qu'ils ont volé le gun de travail de l'autre employé de la Brinks. Et qu'ils ont déjà tué quelqu'un. Ils ont déjà tué quelqu'un, et la police pense qu'ils sont armés jusqu'aux dents, et on sait pas ce qu'ils peuvent cacher d'autre dans leur chambre. Peut-être qu'ils ont de la dynamite pour aller faire exploser des souches d'arbres, hein? Ou des poissons. Ou des poissons, c'est littéralement ma seule blague de toute l'histoire, ça. Ok. En tout cas, les policiers travaillent toute la nuit pour organiser la descente, et au petit matin du 23 décembre 1983, ils se mettent en place autour de la chambre. Ils font évacuer le motel Châtillon à l'exception de la chambre à côté des suspects, pour ne pas les réveiller ou leur mettre la puce à l'oreille, et ils sont prêts à faire la descente policière. Fait que là, le vol du camion de la Brinks, c'est à 4h l'après-midi. Là, on est à 7h le lendemain matin. Puis ces policiers-là, ils travaillent non-stop depuis là. Y a personne qui a dormi là-dedans. Tout le monde est sur le gros nerf. Il faut agir le plus vite possible pour arrêter ces gars-là. Ces gars-là ont tué un gardien de la Brinks en plus, là. On peut comprendre le stress qu'ils vivaient à ce moment-là. C'est un stress énorme. André Castonguay, de la police de Sherbrooke, qui est un des 2 policiers qui est en charge, un des 2 détectives en charge, c'est lui qui a le rôle le plus important de l'opération parce qu'il est le policier de backup. Alors que le premier policier doit ouvrir la porte et interpeller les criminels, style « Freeze! On lève les mains! » La job de Castonguay, c'est de s'assurer de la sécurité des policiers pendant l'opération. Fait que les agents se posent dans le couloir près de la porte et l'opération commence. Le détective responsable de l'opération, qui est Michel Salvaille, c'est leur boss, à Castonguay et Dion, il déverrouille la porte, qui bute contre le verrou de sûreté, tu sais, et ne s'ouvre pas. Fait que là, il ordonne à Castonguay de défoncer la porte à coups de pied. Ce que Castonguay fait, d'un coup bien placé. Crac. Et le policier en tête, Roger Dion, entre dans la chambre, suivi par Castonguay. Dion crie « Police », personne ne bouge, mais un des 2 suspects essaie de se lever du lit. Dion fait le saut, il tire un coup de feu et recule pour sortir, bousculant Castonguay et le poussant hors de la chambre, la porte se referme. Pour Castonguay, les choses vont ben vite. Il est survolté, il comprend pas exactement ce qui vient de se passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre qui vient de leur tirer dessus? C'est ça qu'il pense. Le motel donne sur un boulevard très passant, le boulevard Bourque. Il est 7h le matin, il y a des voitures qui roulent dans la rue. Castonguay a peur que les suspects se mettent à faire feu sur les policiers et que les projectiles atteignent des gens dans les voitures sur le boulevard. Castonguay presse la gâchette de sa mitraillette, visant la porte de la chambre. Il tient la gâchette 2 secondes. 2 longs Mississippi. Combien de balles ça tire à la seconde d'une mitraillette, le sais-tu? Non, je suis canadienne. Pas américaine. Je pense que c'est beaucoup. Hein. Une mitraillette, ça tire 12 balles à la seconde. Ouf. Il tire 21 projectiles dans la chambre. Oh boy. Avant de relâcher la gâchette. Oui. J'avoue que c'est la mitraillette, c'est un fusil très pratique à BioShock. Pas très pratique dans l'histoire de Rock Forest. Mais pas dans la vraie vie. Non. Fait qu'après ça, un des policiers crie aux hommes dans la chambre d'ouvrir la porte et de se rendre. Jean-Paul Beaumont ouvre la porte, puis en entrant dans la chambre, Castonguay et Dion voient qu'il y a du sang partout, puis que les 2 hommes dans la chambre étaient pas armés. Fait qu'ils les envoient à l'hôpital avec une escorte policière. Ils font les background checks, puis c'est un peu plus tard dans la journée qu'ils comprennent enfin l'erreur qu'ils ont commise. Les 2 hommes qui se trouvaient dans la chambre étaient des poseurs de tapis, pas des voleurs de la Brinks. Aussitôt, une enquête est entamée dans le milieu policier pour comprendre ce qui est arrivé. Vous allez me dire que c'est pas mal évident ce qui est arrivé, hein? Mais l'histoire est un peu compliquée d'un point de vue judiciaire.
Voyez-vous, la police a le droit de tirer sur les gens. La police a le droit d'avoir des guns. Ça fait partie de leur métier et de leur mandat pour pouvoir protéger les citoyens et se protéger eux-mêmes s'ils sont attaqués. Je savais juste pas qu'il y avait des mitraillettes, par contre. Tu m'apprends quelque chose aujourd'hui. C'est quelque chose, hein? Oui. Mais ici, ce que l'enquête menée par le coroner Denis Dionne, parce que il y a un coroner qui mène une enquête quand il y a une mort pour déterminer la cause de la mort, puis ici, il y a lieu de porter des chefs d'accusation. Donc, l'enquête menée par le coroner cherche à déterminer s'il y a eu un usage excessif de la force, ou est-ce que c'était raisonnable l'usage de la force qu'a fait la police de Sherbrooke pendant la descente au motel Châtillon de Rock-Forest. Alors, une vingtaine de personnes témoignent devant le coroner pour expliquer justement à quoi ressemble le cadre légal et à quoi se limitent les responsabilités et les droits des policiers, etc. À l'issue de l'enquête préliminaire, Dionne déclare le 21 février 84 qu'il y a effectivement eu un crime dans l'affaire des poseurs de tapis de Rock-Forest. Il dit, et je cite, « La vérification et la planification incomplète et trop sommaire, le manque de réflexion et de prudence et la témérité indiquent qu'ils ont fait preuve de négligence. » Il dit aussi qu'il considère que l'opération a été menée avec une force excessive et injustifiée. Le juge Dionne considère que la rafale de 20 balles à travers la porte était une grave erreur. Les policiers ont le droit d'utiliser leurs armes à feu dans l'exercice de leurs fonctions. Or, ils sont criminellement responsables de tout excès de violence. Il déclare ça, selon la presse, d'une voix puissante sur un ton sec et neutre. Wow. D'accord. En tout cas, le juge déclare que Castonguay, Dion et Michel Salvaille, leur boss, sont responsables de la mort violente de Serge Beaudoin. Leur avocat est Maître Michel Proulx. Maître Michel Proulx est méga choqué par le jugement du juge Dion. Lui, il croyait qu'il n'y avait pas assez de stock pour leur faire un procès, tu sais. Il s'emporte dans un discours dit virulent dans lequel il décrit que ses clients n'ont pas eu droit à un jugement impartial parce que les coronaires sont comme, entre guillemets, dans la police, pis ils sont pas des partis impartiaux pour faire des procès à la police. Mais en même temps, je peux comprendre que c'est pas correct, mais il me semble que c'est un conflit d'intérêt quand ils sont reconnus non coupables. En même temps, je veux dire, oui. C'est un conflit d'intérêt tout le temps, mais ici, on les reconnaît coupables, donc je pense qu'on voit qu'il y a pas vraiment un biais. Puis pas assez de choses pour faire un procès. 20 balles à travers une porte de 2 personnes qui ont absolument rien fait. J'ai pas fait plus de recherches là-dessus, je suis pas habilitée pour vous expliquer ça en détail, mais il était question d'une loi qui régissait les droits puis les fonctions des coronaires à l'époque. Puis Maître Proulx jugeait que les lois qui encadraient le métier de coroner étaient vétustes puis qu'ils devaient être révisées. Puis elles sont révisées éventuellement, mais justement c'est des détails judiciaires qui sont comme trop compliqués puis je suis pas extrêmement bonne pour comme expliquer ces affaires-là. Fait que j'ai préféré ne pas prendre la chance puis vous l'expliquer tout croche comme maintenant. On fait de notre mieux, par exemple, on vous le jure. On essaye, c'est ça. On essaye, mais on n'est pas des avocates. Fait que il y a des limites à nos explications. Donc là, lui, il dit que c'est ça, ses clients n'ont pas eu un procès qui est impartial, mais tu sais, ça change rien. Mais tout le monde en parle dans les médias de ce jugement-là, puis de cette décision-là. Et il paraît que rien qu'en 1984, la presse a publié plus d'une 60aine d'articles sur l'affaire des poseurs de tapis. C'est beaucoup, là. C'est énorme. Fait que là, pour cette raison-là, en plus de l'histoire de la loi des coronaires, le Maître Proulx juge que le fait d'avoir un procès juste est impossible. Le jury serait inévitablement au courant, puis tout serait scrap. Mais l'honorable coroner Denis Dionne a tranché. Il y a des chefs d'accusation criminels qui sont portés à l'égard de Castonguay, Dion et Salvaille, et il va y avoir un procès avec jury. Fait que Maître Proulx n'est pas trop hype, mais les gens dans l'assistance qui attendent le verdict depuis 2 heures sont, pour la plupart, totalement hype par la décision de Denis Dionne. Yay! La famille de Serge Beaudoin traverse toute une gamme d'émotions, on s'en doute. Sa sœur déclare que c'est bien beau, mais ça lui redonnera pas son frère. Elle a bien raison, dans un sens. Et un autre proche de la famille, non identifié, va quant à lui s'emparer d'un micro pour scander à la foule qu'il faut qu'on pende les policiers! Pardon? Ça brasse anti-pépère, pour vrai, là. Il était où, ce micro-là? Je sais pas, je pense qu'il sort dehors, pis il y a des journalistes, pis c'est comme, qu'est-ce que vous pensez de ça? Pis il prend un micro, pis il est comme, on pend la police! Ouais, non. Fait que les gens ont des réactions très variées, tu sais. Virulentes et variées. Et la décision fait aussi beaucoup de remous dans le milieu policier. Même si les différents responsables des forces policières à Sherbrooke comme ailleurs se gardent de faire des déclarations officielles. T'sais. J'imagine qu'ils n'ont pas le droit, mais n'empêche, de nombreux policiers se questionnent sur ce que ça veut dire pour l'avenir de la police. Est-ce que désormais ils vont devoir attendre de se faire tirer dessus avant de répliquer? Est-ce que ça veut dire qu'on doit modifier jusqu'à la base de la formation des policiers? Parce que les policiers sont entraînés pour tirer s'il y a une menace, tu sais, pas pour attendre de se faire tirer d'en face avant de retaliate. C'est des bonnes questions. Puis ça fait écho à tout ce qui se passe aujourd'hui, comme quoi une réforme dans le milieu policier est sans doute due,
Pis tu sais, overdue un petit peu, comme des gros frais de retard à la bibliothèque, là. Tu sais, overdue dans ce sens-là. Ça, pis c'est vraiment nécessaire des mitraillettes. Je pense que je suis vraiment stickée là-dessus. Oui, je sais. Il me semble que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Alors, le 3 mars, les 3 policiers comparaissent devant le juge de paix. Les chefs d'accusation sont les suivants. Castonguay est accusé d'homicide involontaire à l'égard de Serge Beaudoin et d'avoir illégalement causé des lésions corporelles à Jean-Paul Beaumont par un usage excessif de la force. Roger Dion est accusé d'avoir illégalement déchargé une arme à feu dans l'intention de blesser Serge Beaudoin. Et Castonguay, Dion et Salvaille, leur boss, sont accusés d'avoir, sans excuse légitime, utilisé, porté ou manipulé une arme à feu sans prendre suffisamment de précautions à l'égard de la sécurité d'autrui. Bref, usage excessif de la force pour Castonguay, Dion et Salvaille, qui, il me semble, n'a même pas tiré de balle. Il me semble qu'il a juste débarré la porte. Il a juste débarré la porte, mais c'est lui le patron, fait qu'on y est impliqué là-dedans. Il a donné l'ordre. Oui. Puis homicide involontaire pour Castonguay. L'enquête préliminaire va avoir lieu en mai. Puis entre-temps, en avril 1984, les coupables sont arrêtés au Texas après avoir volé un camion blindé. Par les vrais coupables, je veux dire, les vrais gens qui ont tué le gars de la Brinks. Ouais, c'est ça, pas des poseurs de tapis. Ils sont arrêtés au Texas après avoir volé un camion blindé, donc fidèles à leurs habitudes, on dirait bien. On suit un pattern, mais on est rendu loin. On est rendu loin en tabarnouche. Les vrais coupables s'appellent Dorès Gatien. Je trouve ça beau ce nom-là. 39 ans, ben oui, je sais. Dorès Gatien. Yves Lassalle, Mario Valiquette. Voilà. Fait qu'ils étaient 3 et non pas 2. Ils ont volé un autre camion blindé. Puis ils sont rendus international. Ils sont rendus international et ils viennent d'être arrêtés. Fait que voilà, on a trouvé les vrais coupables. Yeah! Super! Mais ça change rien pour tout. Malheureusement, non. En tout cas, le 7 mai, l'enquête préliminaire commence devant l'honorable Raymond Bernier. Pendant l'enquête préliminaire, Maître Proulx fait une requête de non-lieu, un petit peu comme dans le truc de Claire Lortie. Fait que là, j'ai fait une petite recherche Google, et un non-lieu, c'est une requête pour l'acquittement immédiat d'un accusé, sous prétexte que la couronne n'a pas assez de preuves, et ne sera jamais, au grand jamais, en mesure de prouver sa culpabilité. Alors, le Maître Proulx dit, vous pouvez faire un procès à Castonguay et Dion, parce qu'ils ont tiré des coups de feu, mais vous serez jamais capable de condamner Michel Salvaille, leur patron, fait qu'acquittez-le tout de suite. Sauf que la requête est rejetée le 11 mai. Non. Non, c'est ça. Non. T'as quand même une part de responsabilité puis on veut te faire un procès pareil, fait que reste Monsieur Salvaille. Reste ici, on n'a pas fini de te parler. Yes! Fait que là, on veut un procès. Le procès commence en octobre, devant un autre juge. C'est toujours des nouveaux juges. Belle ribambelle. Oh! L'avocat de la couronne s'appelle Maître François Doyon, et le jury est composé de 5 femmes et 7 hommes. Yeah! Des femmes! Yeah! On a le droit! On a le droit d'être dans un jury! Yeah! Faut voir du positif où on peut. Fait que Maître Michel Proulx est encore l'avocat de la défense et il demande au juge une permission spéciale pour que Michel Salvaille soit assis en avant de la salle de cours sur une chaise plus confortable. Le juge lui dit non. Non. Il veut juste son petit tapis à boules des chevaliers de colon dans quelque C'est ça, là, tu sais, il dit non, là, c'est la même loi pour tout le monde, t'es assis à la place où ce que les accusés sont assis, puis ça finit là. Bon. Et, Out here, it's not only the amazing views, but the way time stretches out a little longer and how the breeze hits just right at the summit. With All Trails, you can discover nature's best with over 450,000 trails around the world. Download the free app today. Je tiens aussi à mentionner que la plupart des articles sur le procès sont rédigés par un journaliste du beau nom de Léopold Lisotte. Oh! C'est bien beau ce nom-là. Donc merci, Monsieur Lisotte. J'aime qu'on commente tout le temps les noms des gens. Je sais. Les premiers témoins sont 2 techniciens de scène de crime. Ils montrent des photos de la scène de crime du motel Châtillon, de la voiture trouvée avec les armes, des trous de balles. Ils parlent aussi de la porte. On leur demande si la porte pouvait avoir tendance à se refermer toute seule, comme sur un spring, tu sais. Un des techniciens explique que non. Si elle était ouverte avec beaucoup de force, elle aurait beaucoup moins tendance à se refermer. Fait que, si tu défonces la porte à coups de pied, elle va pas juste se refermer toute seule. Ça, en langage normal, pas de technicien de scène de crime de porte, ça veut dire que Dion a délibérément refermé la porte quand il est sorti de la chambre. Il a refermé la porte en arrière de lui. Il a refermé la porte en arrière de lui pendant qu'il reculait en sortant de la chambre. Ensuite, dans le procès, on parle de balistique. Un expert en balistique témoigne qu'il est possible que le coup de feu tiré par Dion ait été le précurseur de la rafale de Castonguay. En gros, l'idée, c'est qu'à moins que tu regardes le canon d'une arme, c'est bien difficile de savoir d'où provient le coup de feu. Donc, ce serait normal que Castonguay ait pensé que le coup de feu provenait de l'intérieur de la chambre, et non pas du gun de son partner. Il a pas remarqué la direction de la balle non plus. Parce qu'il a pas vu de balle, il a juste entendu le coup de feu. Ok. Ouais.
Fait qu'il a entendu un coup de feu, il pensait qu'il se faisait tirer dessus, puis selon l'expert en balistique Yvon Thériault, c'est très possible, parce qu'à moins que tu regardes le fusil puis que tu vois la lumière, tu sais, c'est très très dur de savoir d'où provient le coup de feu, surtout quand t'es à très très proche proximité, là. T'entends le bruit puis c'est tout. Le son est tellement fort que j'imagine que c'est difficile de savoir s'il est en avant ou en arrière de toi. Exactement. L'expert en balistique explique que le coup de feu de Dion a été tiré dans la chambre, pas à travers la porte, fait que avant que la porte soit fermée. Donc il n'y avait pas de trou. Exactement. Il était capable de déterminer ça aussi en évaluant l'angle avec lequel le projectile est entré comme dans le mur. Il a déterminé que le coup de feu de Dion a été tiré alors que la porte se trouvait à un angle de 45 degrés et que la rafale de Castonguay a été ensuite faite alors que la porte était totalement fermée. Ça, c'est du gros CSI balistique, là. Moi, je suis comme, wow! Ok, ils ont toute une job, ces gens-là. Ouais. Fait que c'est vraiment que Dion, il pensait, oh mon Dieu, il se passe quelque chose dans la chambre, puis il a tiré dans la chambre, il a refermé la porte, puis Castonguay a tiré. C'est ça l'ordre. C'est pas, ils ont fermé la porte, puis tout le monde a tiré à travers la porte. Okay. C'est ça. Dion avait tiré avant. D'où la confusion, d'où le fait que Castonguay pensait que le coup de feu provenait de la chambre. Pendant le procès, il y a aussi le témoignage de Jean-Paul Beaumont, le poseur de tapis. Le poseur de tapis. J'ai tellement mal dit ça. J'ai dit un tapis. Ça fait... Un tapis! Il vient raconter ce qui est arrivé le 23 décembre, ce que je vous ai raconté au début de l'épisode. Il se réveille parce qu'on tire dans la chambre, il essaie d'appeler la police, mais le téléphone ne marche pas. On apprend que c'est Baudouin qui s'est levé quand la porte a été défoncée à coups de pied. Roger Dion avait dit qu'il avait vu du mouvement, tu sais. C'est ça. C'est Serge Baudouin, celui qui est décédé, qui s'était levé quand la porte a été défoncée. Beaumont n'avait pas eu conscience de l'arrivée des policiers, il s'est juste réveillé quand ça s'est mis à tirer. Tout ça se passe très très vite, là, c'est quelques secondes, tu sais. Il explique aussi, puis là, c'est là que j'ai dû comme arrêter mes recherches pour un petit bout parce que ça me déprimait trop. Il expliquait aussi que c'est Serge Baudouin qui lui a dit d'aller ouvrir la porte quand la police a arrêté de tirer et qu'on leur a demandé d'ouvrir. Imagine, pour vrai, là. Tu te réveilles parce que quelqu'un défonce ta porte à coups de pied, tu te fais tirer dans le cou pis tu sais pas ce qui se passe. Là, t'es en train de te vider ton sang par terre, puis quand ça crie d'ouvrir la porte, tu disais à ton ami « Va ouvrir la porte, faut pas qu'il nous tire dessus encore. » Oh, Seigneur. C'est épouvantable, cette histoire. Fait que c'est Serge Baudouin qui avait demandé à Beaumont d'aller ouvrir la porte. Possiblement parce qu'il pensait qu'il se faisait attaquer par des criminels, tu sais, c'est ça! Parce qu'en effet, c'est pas un comportement auquel tu t'attends de la police. Non. C'est ça. Va ouvrir, je veux plus qu'il nous tire dessus, tu sais. C'est épouvantable. Puis c'est encore plus épouvantable que, justement, Jean-Paul Beaumont pensait qu'il se faisait attaquer par des criminels, puis il voulait appeler la police, puis il comprenait pas que c'était la police qui était au bord de la porte. Ok, la police était déjà là, malheureusement. C'est terrible, pour vrai. Oh. Le 5 octobre, ça fait juste être... Ça va de pire en pire, je t'avertis. Oh. Le 5 octobre, il y a un policier qui vient expliquer à la cour que la police de Sherbrooke possédait du gaz lacrymogène depuis 25 ans déjà. On s'en souvient, le gaz lacrymogène, c'est le gaz qui fait brailler. En tout cas, tout ça pour dire qu'ils auraient pu assommer leurs 2 suspects à coups de gaz lacrymogène au lieu de tirer à l'aveuglette à travers la porte. Sauf que Michel Salvaille, le boss des policiers, a décidé de ne pas faire ça pour éviter que les suspects leur tirent d'en face aux policiers et prennent des gens en otage dans le motel. Pour avoir déjà reçu du gaz lacrymogène d'en face, merci 2012, ils auraient pas été capables de prendre leurs armes ou de prendre des otages. C'est assez intense, les effets que ça fait le gaz lacrymogène. Non, t'es incapacité quand t'en reçois. Là. Non, Monsieur Salvaille, je refuse cet argument. Puis le reste du motel avait été évacué aussi, à part la chambre à côté. Donc, il y avait pas de danger. Avec du recul, puis en considérant ce qui est arrivé, on peut comprendre que c'est ça. C'est pas le meilleur argument, puis c'était pas la meilleure décision. Fait qu'on s'entend que pour l'instant, ça va pas bien pour Castonguay et Dion. Pas vraiment. Le 8 octobre, pendant le procès, on se demande la question suivante. Est-ce que Castonguay a commencé à tirer avant ou après que Roger Dion ait admis qu'il avait tiré dans la chambre? Parce que, apparemment, quand il est sorti de la chambre, Roger Dion a dit aux policiers « C'est moi qui ai tiré, c'est pas eux ». Est-ce que Castonguay a commencé à tirer dans la chambre avant que Roger Dion dise ça, ou après? C'est important, quand même. Oui. T'sais. S'il y a eu un aveu de son collègue comme quoi c'est lui qui a tiré, il n'y a pas de raison de tirer dans la chambre, t'sais. Apparemment, un policier du nom de Richard Fontaine a dit, une semaine après l'opération et pendant que la police faisait une enquête à l'interne, il a dit que Castonguay avait commencé à tirer après que Dion ait dit « c'est moi qui ai tiré dans la chambre ». Mais là, Fontaine vient en cours pour modifier son témoignage puis dire que Castonguay a tiré avant que Dion ne révèle que c'est lui qui avait tiré dans la chambre. Ce qui est triste, c'est que Fontaine, pour expliquer son changement de version, dit qu'il a été extrêmement traumatisé par l'opération au Motel Châtillon et qu'il n'a pas travaillé pendant la semaine suivant le meurtre.
donc avant qu'on vienne lui poser des questions dans l'enquête à l'interne. Il n'a pas écouté les nouvelles, et sa femme a pris soin de jeter les journaux. Quand on lui a demandé si Castonguay avait tiré avant ou après que Dion ait admis que c'est lui qui avait tiré dans la chambre, Fontaine a répondu n'importe quoi parce qu'il savait pas, qu'il était même pas capable d'y penser. Sérieux, pauvre lui, là. Ben, je comprends. Peu importe quel côté t'étais de la porte, c'est horrible ce qui est arrivé. C'est exactement ça. C'est ça que je trouve terrible dans cette histoire-là. Ce qui est arrivé a eu des grosses conséquences sur la vie des policiers qui étaient impliqués, pas juste sur la vie des gens qui ont été attaqués. Il y a eu des grosses conséquences de tous les côtés, ne serait-ce que comme sur la santé mentale des policiers. Je veux dire, Castonguay et Dion ont été forcés de retourner travailler le lendemain du meurtre. Seigneur. Soit le 24 décembre, ce qui est pas chill de toute manière, hein? Pas vraiment. Police de Sherbrooke, maudite affaire. Et, ben, à ce moment-là, il y avait pas accès à du soutien psychologique, parce que c'est les années 80, pis t'es un homme, t'es censé être un tough, pis il va se passer des affaires dans le cadre de ton métier, pis il faut juste que tu t'endures pis tu passes à travers. Ce qui est le pire mindset qu'on peut pas avoir par rapport à une position de pouvoir comme ça. Fait que là, Fontaine est venu témoigner pour dire que non, Castonguay avait tiré avant que Dion dise « Non, c'est moi qui avais tiré dans la chambre ». C'est pas parce que Castonguay savait qu'il se faisait pas tirer dessus pis qu'il était super sadique pis qu'il voulait tirer, c'est pas ça du tout. Il avait pas compris ce qui se passait. Il pouvait pas le savoir. Puis Dion avait pas dit avant que l'autre tire. Le 12 octobre, les accusés, Dion et Castonguay, vont témoigner. Dion explique au jury qu'il a tiré dans la chambre parce qu'il pensait que Baudouin se ruait vers lui. Il pensait qu'il se levait pour l'attaquer et qu'il était, et je cite, « un homme mort ». La citation complète, c'est « J'étais sûr que j'allais me faire descendre, je pensais que j'étais un homme mort ». Ce type d'histoire de merde. Sérieux, c'est tellement triste, ça a même pas d'allure. Ouais, en plus, je veux dire, à la défense de Dion, il y avait déjà un body count de ces criminels-là, donc on peut comprendre le stress Oui. qu'il vivait à ce moment-là. Dion confirme aussi qu'il a révélé le fait que le coup de feu venait de lui seulement plus tard, après la rafale de Castonguay. Fait qu'il vient confirmer ce que Fontaine avait dit. Fait que c'est pas que Dion a dit « j'ai tiré dans la chambre puis Castonguay a décidé de tirer anyway », tu sais, parce que ça lui tentait de faire un excès de violence, c'est pas ça du tout. Ce qui est arrivé, c'est plutôt que Dion a lâché un coup de feu dans la chambre parce qu'il a paniqué puis qu'il pensait qu'il se faisait attaquer. Castonguay pensait que son chum venait de se faire tirer, puis il a tiré pour les protéger. Il sait pas, là, tu sais, c'est 2 secondes qu'il a tiré à la mitraillette, là, il pensait que Dion venait de se faire atteindre. Castonguay témoigne après Dion, justement. Il commence à raconter sa version des faits, mais il interrompt son témoignage parce qu'il dit avoir des flashbacks et vouloir un moment tout seul. Il revient quelques minutes plus tard avec les yeux rouges et il explique ce qu'on sait déjà. Il a tiré parce qu'il pensait que Dion avait été atteint. Il a tiré parce qu'il pensait qu'ils allaient tous mourir. C'est épouvantable cette histoire-là, comme je l'ai dit, parce que c'est triste sur toutes les bords. C'est triste pour Baudouin, c'est triste pour Serge Baudouin, puis sa famille, puis sa femme, puis son enfant. C'est triste pour Jean-Paul Beaumont, qui s'est fait tirer d'en face. C'est triste pour les policiers aussi, qui pensaient faire la bonne chose, puis qui sont sortis super traumatisés de cette histoire-là, puis qui ont pas pris toutes les décisions. C'est pas Dion pis Castonguay qui ont décidé qu'on allait pas faire un truc au gaz lacrymogène parce qu'on voulait pas que le monde se fasse prendre en otage. Ça, c'est Michel Salvaire. Pis s'il y a quelqu'un qui a bien à avoir des trucs sur sa conscience, c'est lui, là. Selon moi, oui. C'est vraiment une histoire épouvantable de tous les côtés. Vraiment très, très triste. Puis c'est super triste, c'est ça, pour les policiers qui pensaient faire la bonne chose et qui sont sortis super traumatisés de cette histoire-là. La vie de André Castonguay, sérieux, elle a été complètement scrappée par l'histoire des poseurs de tapis de Rock Forest. Je vais vous en parler en conclusion. Faire une petite conclusion joyeuse, là, tu sais. En tout cas, à l'issue du procès, le juge instruit les jurés avant de les envoyer délibérer, parce que, tu sais, c'est sa job, c'est ça qu'il fait. Oui. Il leur dit d'essayer de se mettre dans la peau de Dion et Castonguay. Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? C'est ça la question. C'est pas juste la loi, c'est pas juste la justice. C'est plus grand que ça. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été dans la situation de Castonguay et Dion? Pas c'est quoi la bonne chose à faire, mais c'est quoi la chose la plus compréhensible. De se mettre littéralement à leur place à ce moment-là, dans cette situation-là. Fait que là, le 21 octobre, le jury va revenir avec un verdict. Est-ce que tu veux deviner, Audrey? Coupable? Non. Ils ont été acquittés. Castonguay et Dion sont blanchis des 5 chefs d'accusation qui pesaient contre eux. Toute la gang. Fait que le fait d'avoir déchargé illégalement des armes, le meurtre, l'homicide involontaire de Serge Baudouin, tout ça, blanchi. Je suis étonnée. Castonguay et Dion éclatent en sanglots. Un membre de la famille de Serge Baudouin, un de ses frères, en fait, essaie de, sauter par-dessus le monde pour s'en prendre aux policiers. Oh boy. Mais il est intercepté par des agents de la SQ qui faisaient la sécurité pendant le procès. Le fait est que la famille est choquée et crie haut et fort qu'il n'y a pas de justice dans ce beau monde. Dans la presse, on voit même une belle photo où un homme saute à pieds joints sur un char en avant du palais de justice. Les gens sont pas contents. Pas contents pantoute de ce jugement-là. Non. Et ce que ça veut dire, pour Michel Salvaille, le boss de Castonguay et Dion, c'est qu'il n'aura pas de procès.
Le policier qui avait organisé tout ce shit show-là va s'en tirer avec rien pantoute parce que ces 2 hommes ont été innocentés. Fait que Maître Prou va avoir eu son non-lieu finalement. S'il y a bien une personne qui aurait dû être jugée, c'est Solveig, selon moi. Oui, s'il y avait de la négligence, c'était de ce côté-là, effectivement. Le blanchiment des policiers a relancé le débat éternel sur la brutalité policière qu'on connaît encore aujourd'hui. En 1986, le journal de la CSN a fait un article là-dessus. On voit clairement qu'ils sont anti-police quand ils écrivent, et je cite, « Depuis des années, la société québécoise est le théâtre du déploiement violent des forces policières par la répression des manifestations, mais aussi lors de l'arrestation de citoyens, l'interrogatoire de suspects, les chasses à l'homme forcenés qui mettent en danger la vie de tous, la répression barbare du banditisme par de véritables escadrons de la mort. » OK. Non, c'est méga drama cet article-là, c'était vraiment intense. Escadron de la mort, calme-toi. Escadron de la mort! Malgré le ton alarmiste, l'article de la CSN avance des arguments qui sont intéressants à mon avis par rapport aux répercussions d'une affaire comme celle des poseurs de tapis de Rock-Forest. Selon le gars de la CSN, le Gosselin, les corps policiers rejettent facilement le blâme des débordements sur les agents et les individus, refusant conséquemment de prendre la responsabilité en tant qu'institution. C'est plus une question de calmer l'opinion publique, pour citer l'article, plutôt que d'offrir de véritables pistes de solutions. La CSN réclame une réforme législative et institutionnelle de la Commission de la police, qui est l'instance qui a pour mandat d'encadrer les corps policiers. Ben, tu sais, c'est parce que la Commission de la police, elle est formée de policiers, ce qui ne la rend ni extérieure ni objective dans sa manière de gérer les cas de brutalité policière. Non, et je pense que c'est des demandes tout à fait légitimes. Effectivement, c'en est. Une réforme de la commission pourrait s'assurer que celle-ci demeure une institution extérieure à la police, et ça pourrait, selon Gosselin, dissuader beaucoup de cas de brutalité policière. De savoir qu'il y a une instance impartiale, extérieure et juste, qui a comme responsabilité de légiférer en cas de brutalité policière. En effet. L'autre solution qui est proposée, c'est le désarmement partiel des policiers, parce qu'effectivement, c'est pas vraiment nécessaire que les policiers aient des mitraillettes. Mais bon, on est en 2020 maintenant, et on sait que ces réformes-là, on est en 2021! Ah oui, cet épisode va paraître en 2021. Voilà, on est en 2021 maintenant, et temps. on sait que ces réformes-là ne sont jamais arrivées. Pourtant, le tout reste un sujet d'actualité, comme on a pu le voir avec le revival du mouvement #Black Lives Matter, et les gens sont tout aussi riled up par rapport à ça aujourd'hui qu'ils l'étaient en 1984. Et c'est pas juste le cas aux États-Unis. En 2019, Radio-Canada a fait un reportage sur André Castonguay, avec sa mitraillette, et sur les répercussions de l'affaire des poseurs de tapis sur sa vie. Castonguay raconte à quel point il est resté traumatisé de cette histoire-là. Il explique que ça a complètement scrappé sa vie personnelle, son mariage, sa carrière. C'était le portrait d'un homme complètement détruit. Et ça me brisait le cœur de lire cet article-là. Puis imaginez-vous donc que dans la section des commentaires, c'était plein de commentaires super méchants du style « Les bœufs, c'est tous des tueurs! » Puis c'était pas des commentaires écrits par des jeunes politisés qui veulent abolir la police au nom de leurs idéaux. C'était des commentaires écrits par des Roger puis des Rita. Monsieur et madame tout le monde sont encore fâchés contre la police aujourd'hui, comme ils le sont depuis ben longtemps. Sans doute beaucoup à cause de l'histoire des poseurs de tapis de Rock-Forest. Je sais pas trop comment clore cette histoire-là, pour cette raison-là. J'ai essayé de vous faire un portrait nuancé de ce qui s'est passé, parce que je pense que c'est dangereux de trop dichotomiser la chose, fait que de tout voir en noir ou en blanc. Il y a eu une erreur terrible, une erreur qui aurait pu être évitée, mais les gens qui ont commis cette erreur-là, ben ils en ont souffert, ils en ont beaucoup souffert aussi. Tout n'est pas noir et blanc dans l'affaire Rock-Forest. Cela dit, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de la justice dans cette histoire-là, parce que Castonguay avait bel et bien causé la mort de Serge Beaudoin. Et là, je veux pas présumer de rien, mais j'aimerais avancer l'idée que peut-être que la suite aurait été plus facile à encaisser pour lui s'il avait été retrouvé coupable. Peut-être qu'il aurait eu l'impression de payer sa dette à la communauté ou quelque chose comme ça. Mais je peux pas parler pour lui, bien sûr. Je peux juste parler pour moi-même. Si j'avais causé la mort de quelqu'un, je pense que j'aimerais pouvoir me racheter. Tout ce qu'on peut espérer, pour finir sur une note un peu plus optimiste, c'est que les corps policiers apprennent de leurs erreurs, parce qu'on veut pouvoir avoir confiance en nos agents de la paix. On veut se sentir en sécurité. Sur ça, je suis d'accord avec Luc Gosselin, de la CSN, et tant d'autres. Ça prend des réformes, des refontes. Il faut revoir la manière dont on conçoit le métier de policier. C'est pas juste une question de sécurité, c'est aussi une question de justice. Je finis ça triste, mes histoires, hein. Ah, mais c'était une excellente conclusion. Je sais pas comment faire des conclusions heureuses, là. C'est pas mon fort. Ah, mais je pense que dans ce cas-là, il y a pas vraiment de conclusion heureuse, mais ton appel à la réflexion, je pense que c'est vraiment une excellente conclusion. Je pense que ça décrit bien comment on se sent. Ça aide beaucoup à expliquer le mouvement aussi defund the police. Je m'excuse, comme d'habitude, je parle trop en anglais. Mais que c'est pas juste d'enlever de l'argent à la police, c'est au contraire de fournir des meilleures ressources, justement un meilleur encadrement psychologique. C'est pas normal que des gens qui vivent des situations de haut stress
comme ça, qui sont armés, n'aient pas d'aide psychologique par rapport à ce qu'ils vivent au travail. Non, c'est vrai. Puis c'est certain aussi que la question qui était amenée par les corps policiers quand justement les chefs d'accusation ont été portés contre la police, puis on se demandait, mais écoutons, est-ce qu'il va falloir qu'on attende de se faire tirer dessus avant de pouvoir tirer sur les méchants, tu sais, en gros guillemets. Mais la question de est-ce qu'il va falloir qu'on repense l'éducation des policiers du début à la fin, mais ça, c'en est une très bonne. Peut-être que oui, il est question de faire une refonte de l'éducation puis comme de l'académie de la police, puis d'orienter ça plus sur la défense puis la protection des citoyens plutôt que sur l'offensive puis le fait de porter des guns. Et le de-escalation, donc quand on est dans une situation avec quelqu'un où est-ce que le ton commence à monter, au contraire de trouver une manière de diffuser un peu le niveau de violence qui commence à s'installer. Puis pour les auditoristes qui étaient pas au courant, ben sachez qu'un corps policier non armé peut être tout aussi efficace. Je veux dire, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, les policiers ne sont pas armés. Ils ont des bâtons. C'est ça j'allais dire. Exactement, ils ont des bâtons. Puis je pense qu'ils ont peut-être même des tasers, mais ils ont pas d'armes à feu. Parce que justement, c'est pas une société dans laquelle comme avoir une arme à feu, ça équivaut dans la tête des gens à comme la sécurité, un sentiment de sécurité. Puis effectivement, ça peut être tout aussi efficace dans comme 95% des duties puis des devoirs des policiers. Là, je veux dire, les policiers donnent des contraventions de parking. Ils passent pas leur journée à courir après des voleurs de banque. Là. C'est pas nécessaire d'avoir des armes à feu tout le temps. Justement, on peut repenser notre manière de voir les corps policiers, les personnes en position d'autorité. Et justement, je pense que dans le cas des poseurs de tapis, c'est beaucoup se questionner sur les agissements de Michel Salvaire qui dit que non, c'était pas nécessaire de lancer du gaz lacrymogène quand au contraire, ça aurait littéralement sauvé la vie d'un des poseurs de tapis. Oui. Parce qu'on aurait pu les arrêter, leur poser des questions, se rendre compte qu'il y avait erreur sur la personne, puis s'arrêter. Oui, ça aurait ébranlé les gens, mais au moins, je pense que la conclusion a été un peu plus douce pour tout le monde. Effectivement. Ben, c'était mon cas triste de la journée. Je vous rassure, On va finir avec ça. je travaille sur un cas beaucoup plus ludique présentement. Ah, moi aussi. On va mettre du crime un peu plus joyeux dans votre café. Du crime joyeux, je sais pas si ça va ensemble comme combinaison de mots. Ben, je sais pas, tu sais, quand on a commencé à faire ça, là, moi je lisais sur Mary Gallagher avec toutes les histoires stupides de crackers puis de bière puis d'irlandais sous, puis tu sais, c'était tout très très joyeux et ludique, là, puis là je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi triste, mais mon père m'a recommandé de faire des recherches sur Rock Forest, puis c'était fascinant. Puis là, pour l'anecdote, c'est en lisant des articles sur Rock Forest dans les vieux journaux de la presse que j'ai découvert l'histoire de Claire Lortie que je vous ai racontée la semaine passée. Parce que le procès de Claire Lortie se passait en même temps que l'enquête préliminaire de Rock Forest. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Fait que là, j'ai ouvert un journal en cherchant un article sur André Castonguay, puis là, la une, c'était comme « Claire Lortie, blanchie des charges de désécration de cadavres ». J'étais comme « Mais voyons donc, que se passe-t-il? Je veux en savoir plus. Tell me more ». Puis finalement, ça a donné un super bel épisode. Oui, puis je pense qu'un peu de crème dans ton café, on peut aussi prendre des moments pour réfléchir un peu, puis faire moins de jokes et prendre le monde un peu plus au sérieux. Mais on vous promet qu'on va recommencer à faire des jokes. Oui, on va le promettre. Mais notre idée, c'est ça, c'est toujours d'amener ces histoires-là dans une optique comme respectueuse. On veut pas comme glorifier la violence ou glorifier les tueurs en série, puis, tu sais, avoir du respect pour tous les gens qui ont été comme floués dans toutes ces différentes histoires-là. Puis là, ben dans ce cas-ci, s'il y avait pas juste des victimes du côté des civils, il y avait des victimes du côté de la police, parce qu'il y a eu des grosses répercussions sur la vie des policiers. C'était un très bon cas. Merci beaucoup, Catherine, pour cette histoire qui était vraiment... j'ai une chance que ma boîte de Kleenex était à proximité. Ouais, je sais. C'était vraiment un cas, c'était très touchant. Merci beaucoup d'avoir présenté ce cas avec beaucoup de doigté, de sensibilité. Je pense que c'était vraiment une belle histoire très bien racontée. Donc, merci beaucoup, Catherine, pour ça. Et merci à vous, à la maison ou dans vos voitures, de nous écouter. Et on vous rappelle, si vous aimeriez interagir avec nous, nous proposer des cas comme le père de Catherine nous avait proposé ce cas-ci, si vous aimeriez nous proposer des cas, parler de vos propres histoires, nous suggérer des cafés qu'on devrait goûter en ondes, vous pouvez nous écrire à unpeudecrime@gmail.com et sinon on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Un peu de crime, et sur Instagram, Un peu de crime dans ton café. On est là, on publie nos choses, on vous fait des annonces, on vous propose des bandes annonces aussi. Donc ça vaut la peine de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et sinon, ben on vous dit à la semaine prochaine où on va pouvoir remettre un peu de crime dans votre café. Bye tout le monde! Bye bye!
Hey, it's Paige from Giggly Squad. Real talk. If there's one store that I absolutely love walking around, it's Sephora. It's my total guilty pleasure. They have amazing brands that other people don't have, and I find something great every time I walk in. And there's literally one down the street from me, so I do that a lot. It's so fun to shop in the store and online, and the products are just too good. No regrets ever. For example, one of my favorite beauty brands is Makeup by Mario, who just launched his new lip gloss that I absolutely love. So the next time you're in the market for great beauty, shop all the hottest products and brands only at Sephora. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.